Bonjour à toutes et à tous, alors c'est l'heure du bilan. Alors oui, il reste encore des matchs, mais la saison elle est terminée les gars, elle est finie cette saison. Il faut dire ce qui est maintenant, que ce qu'il nous reste à faire. Tester un peu plus Pablo Torre, essayer Garcia en 6, essayer peut-être de mettre Alejandro Balde en pointe, j'en sais rien vu qu'il joue à droite, à gauche, on peut tester plein de trucs de toute façon. La saison elle est finie, on est champion, même si on perd 10-0 à chaque match. Il reste plus rien. Il reste plus rien, les gars. Même le Real, il joue même pas la deuxième place. Bref, elle est finie la saison, donc le bilan. Et petite anecdote, je devais tourner cette vidéo-là en après-midi, en extérieur, mais l'après-midi, pour des raisons que j'ignore, tout le monde a décidé de tondre ou de débroussailler. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va le faire en soirée. Chose faite, j'ai tourné ma vidéo en soirée, une vidéo de 45 minutes en extérieur, j'étais bien tranquille, tout nickel, tout propre. Et au moment du montage, je me suis rendu compte que la caméra avait coupé la moitié de mon visage. Donc, on va la commencer cette vidéo correctement, on va la faire bien. Là, je suis sûr, la caméra est bien positionnée, je suis dans mes habitudes. Alors, le bilan, c'est maintenant. Alors, petite mise au point pour le bilan. Donc le bilan de la saison, ça comprend la Ligue des Champions, l'Europa League, la Coupe du Roi, la Liga. Je cote les joueurs sur tout, sur vraiment toutes les compétitions en même temps. Donc les notes ne vont pas être élevées pour beaucoup de joueurs et même certains, ça va être très bas. Il y a même des joueurs que j'ai pas envie de coter. Par exemple, Memphis Depay, je ne vais pas le coter. Aubameyang, je ne vais pas le coter. Je ne vais pas coter non plus Bellerin parce que voilà, Bellerin il va avoir une note négative. On va pas s'amuser à mettre des notes négatives aux joueurs et les descendre, ça sert à rien. Gérard Piqué, pareil, il aurait une note négative là. Elle passe. Donc les notes négatives, je ne les fais pas. Memphis Depay a été blessé les 3 quarts du temps, il n'a pas joué, bref. Et quand il a joué, il n'a rien apporté, donc je ne le cote pas. Et Aubameyang, il est parti fin août, donc je ne le cote pas non plus. Donc tous ces joueurs-là ne seront pas cotés. Pour le reste, attendez-vous à du sévère, les gars. Et on va noter tous les joueurs, plus Xavi à la fin, plus le bilan complet du Barça. Ce que moi j'attendais et ce que on attend la saison prochaine quand même. Donc, on va pas traîner parce que j'ai vu combien de temps ça a duré la vidéo, les gars. Donc, installez-vous. Mettez une partie de PlayStation en route, un petit FIFA ou n'importe quoi. Bref, faites quelque chose en même temps parce que ça va être long. Et on commence direct, hop, dans le vif du sujet, Marc-André Ter Stegen. Donc pour moi, Marc-André Ter Stegen, c'est un 7 sur 10. Un bon 7 sur 10 parce qu'en Liga, pour moi, il a 9,5 et sur la scène européenne, il a un 4. Ouais. Pas terrible sur la scène européenne. Après, est-ce que c'est la faute de la défense? Parce que voilà, tu sais, Marcos Alonso, Bellerin, Jordi Alba, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler la défense de rêve. Mais en Liga, il a eu cette défense-là aussi. Et il a été décisif. Il n'a pas encaissé de but, en tout cas très peu. Donc très très bonne saison sur le plan national. Mais sur le plan européen, pour moi, ça plombe totalement sa notation. Donc, Ter Stegen, un 7 sur 10. Je pense que ça reste assez correct. Ensuite, Iñaki Peña, Arnaud Tenas, je ne les coterai pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment joué. Donc voilà, pas la peine de commencer à noter des joueurs qui ont joué 2-3 matchs, voilà, ça sert à rien non plus. Eux n'auraient pas une note négative à la Memphis ou à la Bellerin ou à la Gérard Piqué, mais voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Maintenant, on arrive à Ronald Araujo. Donc, Ronald Araujo, pour moi, c'est un 8 sur 10 pour sa saison. Et on pourrait lui mettre 9, 9,5, d'autres qui mettraient 10, 12, même sur 10, parce qu'il y en a, ils sont fous. Mais, pour moi, il a été exemplaire en Liga, exemplaire à chaque fois qu'il a été présent. Et malheureusement, il a été absent au moment où il ne fallait pas être absent. C'est pour ça qu'un 8 sur 10, alors que voilà, si en Ligue des Champions il avait fait tous les matchs, qu'il avait été présent pour tous et tout ça, je suis sûr qu'on atteindrait les 9 sur 10 et je suis sûr et certain qu'on serait encore en Ligue des Champions. Oui, on serait encore en Ligue des Champions. Je vous explique à la fin pourquoi je pense qu'on serait encore en Ligue des Champions. D'abord, on va faire le tour de tout le monde. Ensuite, Jules Koundé, pour moi, c'est un 6 sur 10. 6 sur 10, c'est sa première saison au Barça, il fallait le temps qu'il s'adapte au système. Après, le système compliqué, quand tu joues une partie du temps à droite, quand l'autre partie du temps tu joues dans l'axe,
C'est très très compliqué, je pense, pour un joueur d'être baladé de gauche à droite comme ça ainsi, de pas avoir de place fixe et de pas... voilà. En plus, l'entraîneur, je trouve qu'il ne lui fait pas assez confiance à droite, sinon quand on joue contre le Real Madrid, au lieu de mettre Araujo à droite, il laisserait Jules Koundé. Mais au lieu de ça, il trouve qu'Araujo est meilleur à droite, Araujo est meilleur dans l'axe. Finalement, Jules Koundé n'est qu'un remplaçant, réellement niveau remplaçant. Et c'est sa première saison, donc voilà, c'est pas une mauvaise saison en soi. À droite, il a pas été trop mauvais. Dans l'axe, il a fait 2-3 beaux matchs, mais il a fait plus de mauvais matchs qu'autre chose. Donc voilà, saison mitigée pour Jules Koundé, mais je suis sûr et certain qu'avec l'expérience, avec le temps, ça va s'améliorer. Donc soyez confiants. Confiants les gars. Ensuite, Christensen, lui aussi, première saison au Barça, mais plus mature, plus d'expérience aussi sur la scène européenne, plus d'expérience sur la scène nationale. Enfin, c'est un joueur d'expérience déjà, c'est un joueur que, franchement, arrivé gratuit, il fait un bien fou. Christensen, pour moi, c'est également un 8 sur 10. Comme Araujo, oui, il a eu ses blessures aussi, et tout ça, et je pense que si on avait eu Araujo, Christensen tout le long de la campagne européenne, on aurait été encore en Ligue des Champions. Mais voilà, les blessures font qu'on n'a jamais de chance au moment où on doit avoir de la chance. En plus, Christensen, balle au pied, tout ça c'est pas mal. Et je suis sûr que Christensen, s'il était dans le système que Guardiola met en place à City, il serait sûrement le 6 de City à la place de Stone. Parce qu'il a cette vision de jeu, il a cette vista, il a cette faculté, cette expérience pour apporter un plus. C'est un super complément à Araujo. Très franchement, Araujo, Christensen, pour moi, ça peut être la charnière du futur pour les 3-4 prochaines années, sûr et certain. Franchement, s'il garde ce niveau-là ou qu'il s'améliore encore, il y a des chances. Christensen, excellent joueur. Eric Garcia maintenant. Eric Garcia, pour moi, c'est un 5 sur 10 pour la saison. Pas parce qu'il a été mauvais, pas parce qu'il a été bon, mais parce qu'il a été neutre et parce que je pense qu'il est en formation actuellement pour changer de poste. Donc ça prend du temps de te reformer, d'apprendre des choses. Maintenant, dans l'axe, le problème qu'on a avec Garcia, c'est que sur le plan physique, sur le plan défensif, il n'est pas si rassurant que ça. Maintenant, balle au pied, vista, relance, il est excellent. Il excelle là-dedans. Donc c'est normal que je pense que le repositionnement en 6 peut être intéressant. Et c'est pour ça que je pense que pour la fin de saison, on doit le repositionner en 6 pour justement tester ce poste-là maintenant. C'est maintenant qu'il faut le tester, pas en septembre, pas en octobre. Et surtout à la campagne américaine, retester à nouveau le poste de 6. Il faut que Garcia s'habitue à ce poste et qu'on puisse juger maintenant est-ce que ça vaut le coup de le garder pour ce poste-là. Parce que moi, en défenseur central, c'est un 5 sur 10. Maintenant, si on devait le noter sur les 2-3 matchs où il a joué un peu en 6, pour moi, il est à 5,5, 6 sur 10. Il serait peut-être vachement meilleur en 6. Donc, à tester, à voir. Pour moi, il y a un potentiel derrière parce que Garcia n'est pas un mauvais joueur, les gars. C'est juste un défenseur moyen. Mais peut-être qu'en 6, il serait plus fort qu'un Sergio Roberto. Certainement, il y a moyen. Mais pour moi, voilà, cette saison-ci, Garcia, c'est un 5 sur 10. J'attends beaucoup plus d'un joueur comme lui. Un joueur qu'on annonce comme un futur capitaine, avec une bonne mentalité et tout. Parce qu'il a une bonne mentalité aussi, il faut dire ce qu'il est. Il est travailleur, il essaye. Il essaye des trucs, les gars. Et Xavi essaye des trucs avec lui. Pourquoi pas tester jusqu'à la fin de saison et du moins voir un peu comment il s'adapte à ce rôle de 6 et ensuite décider. Mais pour moi, cette saison-ci, c'est un 5 sur 10, mais c'est un beau 5 sur 10. Voilà, il y a des 5 sur 10 qui sont moins bons parce qu'on attend plus d'un joueur. Moi, de mon côté, j'attends beaucoup plus de Garcia, 5 sur 10. Voilà. Maintenant, Alejandro Balde. Pour moi, Alejandro Balde, c'est un 7,5 sur 10. Vous allez me dire, oh, mais seulement 7,5 sur 10. Oui, 7,5 sur 10. Parce que pour moi, ce joueur-là, c'est le futur meilleur défenseur gauche du monde. Certain, c'est le futur meilleur défenseur gauche du monde. Donc, en lui mettant cette note-là de 7,5 sur 10, je lui permets de progresser encore, de faire l'année prochaine un 8,5 ou un 9, d'être encore plus décisif, de faire percuter encore un peu plus, de travailler sur l'aspect défensif, de travailler sur le physique, et parce qu'il peut encore améliorer tout ça. C'est ça qui est complètement dingue avec ce joueur, c'est que même s'il est bon, même s'il est excellent cette saison, il peut devenir encore plus fort. Pour moi, c'est le futur Golden Boy. Voilà, ça s'arrête là déjà. Futur Golden Boy, c'est lui. Personne d'autre, je vois personne d'autre de son âge être aussi fort que lui. Et en plus, à un poste où c'est rare qu'on mette des joueurs en avant. Parce que franchement, d'habitude, c'est des attaquants, des milieux. On voit Pedri, Gavi, Musiala. Mais c'est rare de voir un défenseur de son âge prendre autant d'assurance, autant la lumière. C'est un super joueur. Et pour moi, sa note, elle est bien. Maintenant, peut-être que vous allez me dire que je suis trop strict et tout ça. Mais pour moi, c'est cohérent. Ensuite, Marcos Alonso, pour moi, c'est un 5 sur 10 aussi.
5 sur 10 parce que il n'a pas été excellent, il n'a pas été mauvais, il a été neutre. Il n'a pas fait des grosses boulettes à la Gérard Piqué, mais en même temps, il n'a pas été décisif spécialement. Il n'a pas apporté grand-chose dans le jeu, ni même en tant que remplaçant. Voilà, j'attends pas grand-chose de Marcos Alonso. Donc pour moi, 5 sur 10 sur sa saison. En Ligue des Champions, il a été mauvais. En Liga, il n'a pas été bon, sans être vraiment mauvais. Donc voilà, très neutre, il a rien apporté, les gars. Il a rien apporté. Donc pour moi, Marcos Alonso, 5 sur 10. Jordi Alba, 6,5 sur 10. Le scandale, quoi. Autant de points, Jordi Alba. Oui. Et je vous explique tout de suite. Jordi Alba, je m'attendais à ce qu'il fasse un scandale quand Alejandro Balde a pris sa place. Il n'y a pas eu de scandale. Il a même aidé Balde réellement. Et il a accepté son rôle de remplaçant. Il a accepté d'être un second rôle, même des fois, un troisième rôle de défenseur. Jordi Alba, quand il est rentré, il a toujours donné le meilleur de lui. Offensivement, il a apporté des buts importants, il a apporté des passes décisives importantes à chaque fois qu'il est rentré. Donc, on ne peut pas lui reprocher le manque d'envie ou la volonté. Maintenant, défensivement, il est mauvais, mais c'est surtout mentalement que je trouve que Jordi Alba a été exemplaire cette saison-ci. Maintenant, si j'étais Jordi Alba et que je devais rester, j'accepterais une baisse de salaire pour aider le club et tout ça, ou partir dans un autre club où il y aurait possibilité de jouer un peu plus. Parce que c'est un joueur qui mériterait de jouer un peu plus quand même. Maintenant, au haut niveau, style Barcelone, non. Mais je trouve que sa mentalité, pour moi, a été exemplaire cette saison-ci. Et il a aidé quand il est rentré. Et ça, j'apprécie énormément aussi de Jordi Alba, parce qu'on peut lui reprocher plein de trucs, mais mentalement, franchement, cette saison-ci, il a été important. Ensuite, on va passer directement à Sergi Roberto. Alors, est-ce que je cote le Sergi Roberto du milieu de terrain, le Sergi Roberto défenseur droit, le Sergi Roberto remplaçant, le Sergi Roberto titulaire, je ne sais pas. Pour moi, Sergi Roberto, cette année, c'est un 6 sur 10. Parce qu'il y a eu des beaux matchs avec Sergi Roberto. Il y a eu des mauvais matchs, mais il y a eu des beaux matchs. Il y a eu des buts importants de Sergi Roberto. Pas 36, mais 2-3 buts importants. Ce qu'il a fait était bien. Maintenant, évidemment, les passes en retrait, le manque de cassure des lignes, le manque de technique. Voilà, ça reste un remplaçant, les gars. C'est pas un titulaire. Jamais ce joueur doit être titulaire. Mais bon, avec toutes les blessures qu'on a eues cette saison-ci, il y a eu pas le choix. On n'a pas eu le choix réellement de mettre Sergi Roberto. À la base, tu avais Bellerin pour jouer à droite pour éviter d'avoir Sergi Roberto. Mais Bellerin était encore plus mauvais que les mauvais joueurs de tous les transferts de merde. Donc Sergi Roberto pas le choix de jouer à droite, puis ça a été Koundé, donc tout le temps Koundé à droite, Koundé qui n'a pas joué à son poste, on a déjà parlé dessus, puis il a dû jouer au milieu de terrain pour remplacer des joueurs, puis il a été au milieu de terrain à la place de Kessié. Pourquoi? Est-ce que Sergi Roberto comprend mieux les rôles que Kessié? Est-ce qu'il apporte plus que Kessié? C'est possible que dans certains matchs, Sergi Roberto ait apporté plus que Kessié. Maintenant, on parlera de Kessié après, mais du moins pour moi, Sergi Roberto ne mérite pas une note catastrophique parce qu'il a apporté ce qu'il devait apporter. Mentalement, il est là. Il n'est pas dégoûté d'être remplaçant, il n'est pas dégoûté d'être titulaire. Il apporte, voilà, comportement exemplaire en tant que capitaine. Pour moi, j'apprécie ça aussi. Et puis sa saison, elle est à la hauteur de son niveau parce qu'il ne pourra jamais faire plus que cette note-là non plus. Donc pour moi, il est au maximum, il a son prime, et n'attendons pas plus de lui, parce que de toute façon, personne n'attend plus de lui, et on ne sait toujours pas pourquoi il est là. Et maintenant, Sergio Messi Busquets. L'homme le plus fort de tout ce milieu de terrain, l'homme sur qui Barcelone s'est bâti, l'homme qui part à la retraite avec 2 titres encore cette saison-ci, l'homme sans qui on n'aurait pas pu jouer comme on a joué maintenant. Busquets, je lui mets un 6,5 sur 10. Oui, avec autant de compliments, je lui mets qu'un 6,5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'en Ligue des Champions, il n'a pas été au niveau. En Europa League, il n'a pas été au niveau. Je ne sais même pas s'il a joué les 2 matchs d'Europa League. Il faudrait que je regarde, mais voilà. La Coupe du Roi, c'est la Coupe du Roi, voilà, pas au niveau non plus, mais en Liga, il a été présent, il a apporté énormément. Donc pour moi, la Liga est réussie avec Sergio Busquets. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où on doit passer un cap, un moment où on doit passer un niveau supérieur, Sergio Busquets ne peut pas le faire. Et c'est normal, il est à la retraite maintenant, et c'est normal qu'il parte à la retraite. On ne lui demandait pas ça non plus à la base. Il aurait fallu avoir préparé un remplacement, il aurait fallu préparer le futur de
Busquets, il aurait fallu préparer... Tout ça aurait dû se préparer déjà à l'avance et je pense que là-dessus, sur le timing, on est mauvais. Très très mauvais. C'est pas la faute de Busquets qu'il n'y ait que Busquets pour jouer à la place de Busquets. On ne peut pas lui reprocher ça non plus. On ne peut pas lui reprocher plein de choses. Maintenant, on lui a mis dans un rôle où il n'aurait pas dû avoir ce rôle-là. C'est un peu comme des Gavi qui sont très jeunes et qu'on leur met beaucoup sur les épaules alors que ça ne devrait pas être le cas. Sergio Busquets, qui comptait partir à la retraite, aurait dû normalement souffler et jouer que des matchs de Liga ou des bouts de match en Ligue des Champions quand c'est sûr et certain. Donc voilà, encore une fois, c'est un manque d'effectifs, un manque de profondeur, c'est un peu à la Sergi Roberto où on le met parce qu'on n'a pas le choix. Pour moi, Sergio Busquets, on l'a mis parce qu'on n'avait pas le choix pour les hauts matchs. Après, il ne faut pas oublier son intelligence de jeu, sa vista et tout ça, sa manière d'anticiper les choses, la manière dont il a aidé Frenkie à pouvoir se libérer et à ouvrir des espaces. Donc Sergio Busquets n'a pas fait une mauvaise saison. C'est juste que sur le plan européen, Sergio Busquets n'aurait pas dû être à ce rôle-là, n'aurait pas dû avoir ce poste-là comme il l'a eu cette année. Mais voilà, force des choses, on n'a pas eu le choix, c'était Sergio Busquets. Maintenant, on va pas lui reprocher, il s'en va, les honneurs. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il faut l'applaudir parce que sa saison a été très très bonne en Liga, il a apporté beaucoup de choses. Et ceux qui vont dire le contraire, vous êtes d'une mauvaise foi intersidérale. Voilà, j'avais envie de placer le mot, intersidérale. Alors, Pedri. Pedri, pour moi, sa saison, c'est un 6,5 sur 10. Et là, vous allez me trouver peut-être sévère aussi sur le coup. Mais Pedri... j'attends plus de lui. Moi, Pedri, c'est le genre de joueur où j'ai envie de lui mettre un 8,5 ou un 9 sur 10. Pedri, c'est un magicien. Pedri, balle au pied, il est d'une importance capitale. Mais Pedri est fragile. Au moment de son développement, il a joué trop de matchs, il a été blessé. Dès qu'il est blessé, on est en inquiétude parce qu'il n'y a plus de jeu. Regardez encore le match du week-end, ça a été catastrophique. Pas de jeu, pas de risque, pas de créativité, et on a besoin, il est essentiel au bon fonctionnement du club, on a besoin de Pedri. Contre Manchester, on avait besoin de Pedri, en Ligue des Champions, on avait besoin de Pedri, dans certains matchs contre le Real Madrid, on avait besoin de Pedri, et il n'a pas été présent à ces moments-là. Oui, il a été présent pour beaucoup de matchs, il a fait le plus de minutes au milieu de terrain, je pense, mais malgré tout, on l'utilise de trop, on n'a pas de remplaçant pour lui, il est trop essentiel, et il ne peut pas se permettre de se blesser, c'est tout. Moi, c'est les blessures, en fait, qui me fait descendre sa note. Il doit absolument, ici en pré-saison, récupérer, travailler et travailler sur son physique. Il doit absolument nous revenir en forme pour cette saison. On a besoin d'un Pedri Potter en forme. On a besoin du top, les gars. Et pour moi, Pedri ne peut pas prétendre à plus parce qu'on a besoin de plus de lui. Beaucoup plus. Je suis beaucoup plus exigeant avec lui parce que j'attends énormément de Pedri. Et Gavi, par contre, moi, je lui mets un 7,5 sur 10. Parce que Gavi, à contrario, il a été présent tout le temps. Il a tout le temps essayé de donner le meilleur de lui. Oui, il a que 18 ans. Oui, il a beaucoup de poids sur les épaules et tout ça. Normalement, c'est pas un joueur qui est titulaire. Mettez Gavi à City. Jamais Gavi est titulaire à City. Allez chercher Gundogan et Bernardo Silva. Mettez-le au Barça, t'aurais pas Gavi titulaire non plus, parce que t'aurais certainement un Frenkie, Gundogan, Pedri, Bernardo Silva. Gavi n'est pas un joueur qui doit être titulaire à 18 ans. Gavi est un joueur qui doit apporter un plus en sortie de banc. Gavi doit être là pour faire tourner, laisser reposer les gens, mais c'est pas le rôle qu'il a eu cette saison. Il a eu un rôle de titulaire, un rôle où il a dû prendre l'équipe sur les épaules. Et oui, il n'a pas le niveau encore pour le faire. Oui, il lui manque encore de la justesse. Il lui manque pas mal de choses. Mais malgré tout, Gavi reste un monstre, les gars. Un monstre. À 18 ans, faire ce qu'il fait, c'est pas cohérent. Et pour moi, sa saison, elle est pleine. Parce qu'il a toujours eu l'intensité, il a toujours été engagé et il mérite cette note-là. Ceux qui mettront moins sont de mauvaise foi. Oui, vous êtes beaucoup de mauvaise foi. Et je le vois que vous êtes de mauvaise foi. Je le vois. Je te vois. Frenkie de Jong, 8 sur 10. Parce que, comme à Roro, Frenkie est un maillon essentiel du milieu de terrain. Cette année, Frenkie s'est épanoui totalement à son milieu de terrain. Maintenant, je ne peux pas lui mettre plus parce que, pareil, les blessures, le fait que j'attende plus de lui aussi, j'attends beaucoup plus de lui dans le sens où, oui, il fait une bonne saison. Oui, il s'est libéré. Oui, son rôle de cette année-ci a été
parfait. Mais je veux qu'il tire plus. C'est pareil pour Pedri, hein, la même critique ici que pour Pedri. Je veux qu'il tire plus, je veux qu'il tente plus leur chance. Je veux qu'il tente plus de passes risquées. On l'a vu plusieurs fois, Frenkie, faire des passes comme ça ainsi en l'air pour Rafinha qui marque de la tête ou des passes un peu plus. Je veux ça, je veux des tirs, je veux qu'il prenne vraiment le point au milieu de terrain. Je veux que ça soit lui, le chef d'orchestre du milieu de terrain. Il a l'âge, il est dans le bon move, il est là depuis assez longtemps au Barça maintenant pour être un vrai Catalan, être vraiment intégré dans l'équipe et apporter sa pierre à l'édifice encore un peu plus. Oui, il y a des joueurs comme ça que j'attends beaucoup plus. Frenkie, j'en attends encore beaucoup plus parce qu'il peut apporter beaucoup plus. Il a la capacité technique, physique, il a la frappe, il a tout pour lui pour réussir et pour pouvoir développer encore plus son jeu. Donc, Frenkie de Jong, 8 sur 10, mais ça reste une très bonne note. C'est une excellente note, hein, 8 sur 10. Très franchement, on va voir s'il y en a d'autres qui vont avoir dépassé les 8, mais 8 sur 10, c'est une très très bonne note. Ensuite, on est sur Franck Kessié. Franck Kessié, pour moi, c'est un 5 sur 10. C'est un échec. Un échec mercato. Pas parce que Kessié est mauvais, mais parce que Kessié n'a pas réussi à intégrer correctement le jeu du Barça. Maintenant, est-ce que c'est Xavi qui l'a mal intégré dedans? Est-ce que c'est Kessié qui ne s'intègre pas dans le truc? Est-ce qu'il y a un manque de justesse technique ou est-ce qu'il y a un manque de volonté de Xavi de vouloir... J'en sais rien, les gars. J'en sais rien. Moi, je suis là pour juger ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu de Franck Kessié m'a déçu. Je m'attendais à plus, que ce soit en double pivot avec Frenkie ou alors en relayeur ou en milieu offensif. Je m'attendais à plus. Il y a eu des beaux matchs, mais ça reste infime les beaux matchs de Franck Kessié. Et il a eu du mal en début de saison, ce qui est normal. Après, c'est une première saison, mais est-ce qu'il y en aura une deuxième? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Franck Kessié? Est-ce qu'il pourra prouver qu'il peut faire plus? Parce que le Franck Kessié du Milan AC était meilleur. Est-ce que c'est le système de jeu qui convient pas? Parce que Franck Kessié n'est pas un mauvais joueur en soi. Mais est-ce qu'il est fait pour jouer au système Barça? Moi, j'ai des doutes. J'ai clairement des doutes. Mais sinon, à côté de ça, je suis sûr qu'on va mettre Franck Kessié dans une équipe comme Manchester United, pas City, ou dans une équipe comme Tottenham ou Milan. Bah, Franck Kessié, je suis sûr et certain, il s'épanouit. Maintenant, est-ce que City, est-ce que Barcelone, c'est des styles de jeu vraiment très 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 atypiques. À l'Ajax aussi, c'est la même chose. Est-ce que Franck Kessié pourrait s'adapter à ce style de jeu? Je ne sais pas. Franchement, j'ai des gros doutes là-dessus pour Franck Kessié. Ensuite, Pablo Torre, je ne vais pas le noter. J'aurais voulu le noter. J'aurais bien aimé le noter. J'aurais voulu le voir plus souvent en rotation pour pouvoir laisser reposer Pedri et justement avoir Pedri dans les moments importants. Mais Xavi en a décidé autrement. Donc je ne vais pas noter Pablo Torre parce que j'aurais aimé voir Pablo Torre pour pouvoir le noter. Et c'est pas sur les petites brides de match qu'on voit comme ça qu'on peut se permettre de noter un joueur ou de voilà. Donc Pablo Torre, malheureusement, je ne vais pas le noter et c'est un regret de ne pas pouvoir le faire parce que j'aurais voulu le voir plus. Ensuite, on a Ansu Fati. Ansu Fati, pour moi, c'est un 4 sur 10. 4 sur 10 parce que Ansu Fati pour moi c'était le futur du Barça. C'était le futur débat entre Vinicius et Ansu Fati. Je m'attendais à Ansu Fati, meilleur attaquant d'Espagne, le joueur qui rentre, qui marque. À l'époque, on voyait Ansu Fati rentrer, on se dit oh, lui il va marquer. Et il rentrait, il marquait. Il était décisif, il était important. Et là maintenant il est totalement effacé, totalement transparent. Il apporte rien, balle au pied, sans le ballon. Son jeu est insipide, mais voilà, pour moi je ne retrouve pas le Ansu Fati qu'on a découvert il y a 2 ans. Ce Ansu Fati là, moi, me déçoit, mais totalement. Alors ça ne veut pas dire que l'année prochaine il va pas revenir plus fort, mais du moins cette saison-ci, pour le bilan, pour moi c'est un 4 sur 10, et très franchement j'aurais tapé 3, je suis sûr que les gens m'auraient dit c'est cohérent un 3 sur 10. Mais voilà, j'ai pas envie d'être trop sévère, il est jeune, il revient de blessure, et ça fait un bail qu'il revient de blessure quand même, mais il me déçoit. Fati m'a déçu. Ensuite, on arrive à Ferran Torres. Ferran Torres, pour moi, c'est un 5,5 sur 10. Ferran Torres, c'est compliqué. Parce que sans le ballon, il est très bon. Son placement, sa vista, sa manière de voir le jeu est excellente. Franchement, je pense que c'est l'un des joueurs offensifs à avoir la meilleure compréhension du jeu. Vraiment. Et il a une compréhension du jeu qui est intéressante. Il arrive toujours à se positionner au bon moment, où il faut. Et après, il y a le dernier geste, il est inexistant.
inexistant. À part 2-3 buts où on s'est dit waouh, il sait faire ça, c'est inexistant. Après, les dribbles passent assez souvent quand il essaie de dribbler, c'est pas mauvais. Ça passe, elle est pas mauvaise du tout. Mais après, il manque de percussion, ça manque de finition, ça manque de prise de risque, ça manque de confiance en lui. T'es toujours dans un doute avec lui. Il y a quelque chose qui va pas avec Ferran Torres. Et c'est dommage parce que, je vous jure, sa lecture du jeu, elle est excellente. Mais excellente. Meilleure que Robert Lewandowski. Il lit mieux le jeu que Robert Lewandowski. Il comprend mieux le jeu de position que pas mal de joueurs du Barça. Et à côté de ça, balle au pied, c'est le néant. La finition, c'est le néant. Le néant. Après, ça se travaille, c'est ce que je me dis. Je me dis, le plus dur au Barça, c'est de comprendre le jeu de position, c'est de comprendre la vista, c'est de comprendre le jeu, c'est d'avoir cette vision globale de ce qu'est le Barça. Et ça, il l'a, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur à intégrer. La finition, ça se travaille. Il doit travailler ce truc-là. Je suis sûr que si ce garçon-là, il travaillait sa finition, il travaillait sa confiance en lui, on aurait l'un des meilleurs joueurs du monde, clairement. Et à côté de ça, c'est un flop. Alors pourquoi? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un manque de travail, un manque de confiance en lui? J'en sais rien, mais pour moi c'est un flop. Et c'est triste que ça soit un flop, parce que il y a tellement de possibilités avec son intelligence de jeu que c'est triste. Ça en est triste en fait. Et ensuite on passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est l'inverse. Lui, il a une confiance totale en lui. Lui, il te déplace des montagnes. Percussion, dribble, toucher de balle, vitesse, il a tout pour lui, tout. Pied gauche, pied droit, crochet, il élimine, 2 sur lui, il va les prendre. Il n'y a pas de problème. Ousmane Dembélé, c'est un torrent, c'est une vague destructrice. Tu as des joueurs, ils ont peur de lui, alors ils reculent et tout ça, parce qu'ils ont peur du dribble et tout ça. Alors ils savent pas où il va partir, où il va crocheter, où il va tirer. Il est totalement imprévisible, c'est un joueur de dingue. Et après, la finition... La passe, rien, il se passe rien. Donc Ousmane Dembélé, quand il est présent, il pourrait être très très bon. Après, il est absent la moitié de l'année. Donc pour moi, je ne peux pas lui mettre plus de 6 sur 10 à Ousmane Dembélé pour sa saison. Et c'est dommage, hein, parce que franchement, c'est dommage. Tout comme Ferran Torres, il y a des trucs magnifiques et c'est dommage. Après, on arrive à Rafinha. Rafinha, première saison, qui est une bonne saison pour un joueur qui vient d'arriver. Alors lui, par contre, la passe, il l'a. La frappe, il l'a. Il devrait tenter même plus de frappes. Il devrait tenter un peu plus et devrait se prendre plus de risques avec le truc. Par contre, la percussion, le dribble, la magie brésilienne. Oui, il y a eu 2-3 matchs, il te l'a fait, mais après, tu peux avoir 5-6 matchs où... Moi, je pense que Rafinha et Dembélé, si on était dans Dragon Ball, je leur mettrais les Potara. Et les deux joueurs réunis, je pense qu'on a le joueur ultime. Mais le joueur ultime, hein. Parce qu'entre la vision de Rafinha, la frappe de Rafinha, la passe de Rafinha, mais la percussion de Dembélé, le dribble de Dembélé, la confiance de Dembélé, tout ça réuni sur un seul joueur qui s'emboîterait avec les Potara, on serait sur le joueur ultime. Même Messi pourrait pas rivaliser face à ça. Même Messi. Mais au lieu de ça, on les a séparément et les deux, c'est voilà, c'est moyen. Donc 6,5 sur 10 aussi pour Rafinha. Par contre, Ousmane Dembélé, le 6,5, 6,5 d'Ousmane Dembélé, c'est après 6 ans au Barça quand même, les gars. 6 ans qu'il est là, 4 ans à l'infirmerie. Rafinha, c'est sa première année, c'est une bonne note pour une première année, c'est une bonne note pour une première saison, parce que niveau passes décisives, elles sont là, les buts, ils sont là, ses stats sont là, mais j'attends plus d'un Brésilien, j'attends un peu plus. Après, c'est peut-être du racisme en disant que les Brésiliens ils doivent censés dribbler, mais j'attends plus de dribble, plus de percussion, plus de vivacité de ce côté-là. Et après, Rafinha, encore une fois, pour moi, il n'est pas à son poste. Pour moi, Rafinha doit jouer dans le milieu à 4, où on aurait dû avoir, pour moi, Dembélé à droite et Rafinha dans l'axe avec Pedri
Avec Pedri comme ça, avec Frenkie juste derrière et Busquets, je suis sûr et certain que ça aurait super bien fonctionné. Gavi en remplaçant, et à ce moment-là, Ferran Torres qui rentre à droite à la place de Ousmane Dembélé en remplaçant, Fati à gauche avec j'en sais rien, bref. Pour moi, il y a une erreur de casting, c'est le placement de Rafinha. Pour moi, il ne doit pas jouer à droite. Il ne doit pas jouer à gauche non plus, il doit jouer dans le milieu. Moi, je le vois plus comme ça, comme un Rivaldo à l'époque. Vous avez peut-être pas connu Rivaldo, mais pour moi, Rivaldo Rafinha apporte plus ou moins les mêmes qualités dans la manière de jouer. Il ne doit pas être là, où il joue maintenant, mais il doit être plus dans l'axe. Et je suis sûr que jouant plus dans l'axe, avec sa vision de jeu, il apporterait beaucoup plus. Maintenant, voilà. Sa saison, il n'a pas joué là, il a joué à droite, des fois à gauche, ou à gauche, il est encore plus mauvais qu'à droite. Mais après, les stats sont là, elles sont bonnes, donc... allez, pour une première saison, c'est pas une mauvaise saison, 6,5 pour Rafinha, voilà. C'est pas une mauvaise note, les gars, c'est pas une mauvaise note. Ensuite, on arrive à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, 8 sur 10. 8 sur 10, comme un Roro, parce que, comme Frenkie de Jong, pour moi, c'est les 3 joueurs qui méritent le 8 sur 10, parce qu'en Liga, 33% des buts marqués viennent de Robert Lewandowski. En Ligue des Champions, les buts viennent de Robert Lewandowski aussi. Maintenant, je suis sûr et certain, mais revenons au passé, au début de saison, si Robert Lewandowski mettait les buts face au Bayern qu'il aurait dû mettre, je suis sûr qu'on serait encore en Ligue des Champions. Certains, parce que le premier match, on doit déjà avoir 2-0 à la mi-temps. Ça doit être 0-2 à la mi-temps. Et après, le Bayern ne se relève pas. Ça ouvre des espaces. Dembélé ou un truc ainsi aurait pu en marquer un troisième ou un quatrième, même si on en connaissait un ou deux. Je suis certain qu'on devait passer deuxième. Je suis certain que contre l'Inter, avec un bon arbitrage et sans Gérard Piqué, avec un Roro en défense, on peut passer deuxième. Et on serait encore en Ligue des Champions maintenant. Quand on voit cet Inter-là dégueulasse arriver en finale, on aurait dû arriver en finale. C'est certain, sûr et certain. Il y a beaucoup de regrets, moi, avec la Ligue des Champions. Et avec des si tu refais le monde. Mais malgré tout, même si on va en finale et qu'on se fait éliminer, qu'on se fait démonter par le City, on aurait fait une belle campagne, les gars. Et on sait ce qui nous manque, on a besoin de renforcer. Mais bon, bref. Je m'égare. Et pour moi, voilà, c'est un bon 8 sur 10 quand même pour Robert Lewandowski. Si je devais juger que sur la Liga, il aurait 9, 9,5. Mais force est de constater qu'il y a l'Europe. Et l'Europe nous a tués. Xavi maintenant. Xavi, pour moi, cette saison, c'est un 6,5 sur 10. Il y en a qui vont me trouver trop gentil, d'autres qui vont me trouver trop sévère. Et je pense que le juste milieu, c'est 6,5 sur 10. Parce que la Super Coupe d'Espagne, la Liga, ça fait du bien. La Liga, c'est parce que ça manque. Et ça, c'est parce que je pense qu'on manque de talent, mais ça manque des fois de jeu, ça manque de plaisir, ça manque de justesse, ça manque de... Il manque beaucoup de choses encore en Liga pour dire de prendre vraiment du plaisir sur tous les matchs, parce qu'on a eu beaucoup de matchs où c'était des daubes, il faut dire ce qui est, beaucoup de matchs où ils ont été chiants à regarder même si on a gagné, beaucoup de matchs où il y a de la frustration en se disant mais purée, il manque quelque chose à ce Barça-là. En Ligue des Champions, il y a des choix tactiques qui ont été douteux du côté de Xavi. Encore plus en début de saison, quand on voyait qu'il y avait les changements automatiques. Parce que oui, moi j'appelais ça les changements automatiques. À la 60e, Rafinha il sort pour Ferran, l'autre il sort pour un tel. Et c'était tout le temps les mêmes changements, tout le temps les mêmes trucs, tout le temps les mêmes formations. Ça devenait banal. On savait déjà avant le match qui allait être remplacé à quelle minute malgré la forme de certains joueurs. Et ça, pour moi, Xavi a échoué tactiquement en Europe, a échoué tactiquement en Liga pour certains, à certains moments. Et il manque encore de risques. Et Xavi doit prendre plus de risques. Il doit s'assumer un peu plus dans ses choix. Il doit absolument, voilà, maintenant en fin de saison, je l'ai vu un peu plus prendre ses décisions, prendre ses choix, prendre plus confiance en lui. Mais le début de saison de Xavi a été poussif, les gars, très très poussif. Les Européens, très très limite. Donc je ne peux pas lui mettre plus. Oui, il a la Liga, c'est très bien. Maintenant, je veux un peu plus de jeu, un peu plus de trucs. Maintenant, est-ce que l'équipe en était capable? J'en suis pas sûr. Mais déjà, faire jouer un peu plus Pablo Torre pour laisser reposer Pedri, pour éviter que Pedri soit trop blessé. Il y a des choix comme ça ainsi qu'il faut essayer de faire. Et puis, après, il a fait avec ce qu'il avait. Et il a très bien fait en Liga, mais très mauvais en Europe. Maintenant, ça vient avec l'expérience. Cette année-ci, moi, j'attends de Xavi plus. Parce que je sais que Xavi est capable de faire mieux, Xavi est capable de faire plus, même s'il y en a qui vont le trouver têtu, qui vont trouver que voilà, c'est une copie de Guardiola, bref. Xavi, pour moi, peut faire mieux sur la scène européenne, beaucoup mieux. Donc,
Je vais me stopper là-dessus sur la vidéo parce qu'elle est longue. J'espère que vous avez aimé. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, dites-le. Si vous avez d'autres notes pour des joueurs, n'hésitez pas à le mettre. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve après le match de mardi soir qui a lieu à 22 h un mardi soir pour un match que peut-être ça va être une dope. Donc j'espère que non, je veux du spectacle. Je veux Pablo Torre, je veux Garcia en 6. Je veux qu'on fasse tourner, je veux qu'on essaye des trucs. Je veux du spectacle. Du spectacle. Du spectacle. Du spectacle.